Culture Soccer. Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast quotidien sur le tournoi MLS is back. Comme d'habitude, un de vos hôtes, votre hôte, Adi Raphaël. Et aujourd'hui, je suis rejoint par le magnifique, l'excellentissime Tristan D'Amour. Salut Tristan, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien. Le chèque est dans la malle, Adi. Tellement. Non, c'est moi qui t'ai donné un chèque. Pour ceux qui ne savent pas, et je vais juste vous expliquer pourquoi je dois lui donner un chèque à Tristan. C'est que j'avais un autre invité que Tristan. Malheureusement, il a eu des gros problèmes techniques et il n'a pas pu se joindre à moi. Il s'est excusé des millions de fois. Et voilà, donc je me retrouvais un peu pris. Puis, il y a à peine exactement 10 minutes avant l'enregistrement, j'ai envoyé un message à Tristan. Puis, Tristan m'a dit, écoute, j'ai le temps, je vais y participer. Puis, je te remercie vraiment du fond du cœur, Tristan, d'être venu à ma rescousse. Comme je te disais un peu avant qu'on enregistre, je suis le MLS Pool Reporter. Une chance que je ne suis pas américain parce que ça t'aurait pris un transfert international. Tellement. Bref, en tout cas, on est là pour parler des matchs d'hier. On est aujourd'hui le 22 juillet. Donc, les matchs qui se sont déroulés hier, le 21 juillet. Il y a eu 3 matchs qui se sont déroulés. C'est quand même assez important. Mais en premier, j'aime bien parler de l'actualité autour de la MLS. J'espère que je ne te prends pas de cours, Tristan. Mais il y a eu aujourd'hui la future franchise de la MLS, Charlotte, qui a enfin dévoilé son nom et son logo et ainsi de suite. Donc Charlotte il a décidé d'être très très original et de s'appeler Charlotte FC. C'est une blague bien évidemment. Et de faire un logo qui est pas aimé par tout le monde, mais moi je le trouve quand même pas mal. C'est assez simpliste, mais c'est quand même assez bon. Je vais pas vraiment détester. T'as pensé quoi du nom de Charlotte FC et de son logo? Ouais. Mais c'est en fait, j'apprécierais plus le nom et le logo s'il n'y avait pas déjà le Independence, qui à mon avis est un très très joli logo. Le nom, je trouve c'est très joli aussi. Le branding autour du Independence, je trouve ça beaucoup plus joli. Après, je veux dire, on a beaucoup de comment dire. Il y a beaucoup de commentaires sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui comparent ça à l'équipe générique de Pro Evolution Soccer. Il y a beaucoup de monde qui ont aussi comparé ça au logo de Sports Interactive, la compagnie qui fait Football Manager. Ouais. Je trouve que c'est très ressemblant aussi. J'avoue. Mais honnêtement, là, je veux dire, vous auriez pu vous forcer. Moi, j'aime moins les logos qui sont pas nécessairement minimalistes, mais qui sont simplifiés. On a vu ça en Angleterre, beaucoup les logos qui se simplifient. Moi, j'aime les détails, j'aime les petites choses. Puis, sincèrement, je veux dire, le minted sur le côté 2020, je sais pas. Je veux dire, ils avaient du temps, là. En plus, ils ont 1 an de plus pour... ils ont 1 an de plus pour entrer en MLS. Ils auriez pu trouver quelque chose de mieux, là, pour vrai, là. Ouais, mais tu as complètement raison. Je pense qu'ils sont, en tout cas, on l'avait tweeté sur Culture Soccer. Je pense que c'est 2023 que maintenant ils rentreront en MLS. Donc, ils ont amplement le temps. Donc, c'est quand même dans 3 ans. Amplement le temps pour Charlotte FC. Écoute, je comprends le côté simpliste de la chose. Moi aussi, j'aime beaucoup les détails, mais je le trouve pas moche non plus. Tandis que celui de Chicago, je l'ai trouvé super moche, par exemple. Ah ben là, ouais, non, là, c'est 2 trucs complètes. Là, on est vraiment à l'extrême, là, à mon avis. Là, le rebrand du Chicago Fire, c'est probablement le pire rebrand de l'histoire de la MLS. L'histoire du sport ou l'histoire de la vie, peut-être, parce qu'on dirait vraiment que c'est un fail, c'est une version ratée du logo de Burger King. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, là. T'as raison. Mais pour moi les chandails du Fire qu'il y avait avant, c'était devenu quasiment un classique. Puis, je veux dire, tu regardes le rebrand à côté des Red Stars, l'équipe féminine. Ouais. Les Red Stars ont complètement compris l'essence de Chicago. Ouais. Je veux dire, le drapeau de la ville de Chicago, si vous ne connaissez pas le drapeau, allez rapidement le googler.
pour savoir de quoi je parle. C'est un des plus beaux drapeaux, à mon avis. C'est tellement... C'est une icône, ce drapeau-là, avec les 4 étoiles rouges. Et l'équipe s'appelle les Étoiles rouges de Chicago. Je veux dire, tu peux pas être mieux que ça, là, pour vrai. Là. Ouais, j'avoue que c'est très bien recherché pour l'équipe de NWSL, le nom et puis tout le branding autour. Bref, en tout cas, le but est pas de parler de Chicago, mais plus de Charlotte. Bref, en tout cas, une nouvelle qui est quand même intéressante. On voit que malgré tous les problèmes, on voit que la MLS continue d'avancer. Les choses n'ont pas changé. Ils auraient très bien pu dire, écoutez, le fait que on a une année de plus, on a décidé de repousser ça à un an de plus. Ça aurait été assez décevant pour les fans. Donc, il y a eu quand même eu une certaine continuité de ce point de vue-là. Après, beaucoup de gens qui aiment ça, d'autres qui aiment pas trop ça. Après, il y a eu aussi quand même un fait assez cocasse avec l'abréviation, l'acronyme de Charlotte FC, CLT. Je vous laisse le prononcer comme il faut le prononcer. Puis c'est quand même assez drôle. Moi, je suis parti à rire quand j'ai vu ça. J'ai trouvé que, genre, ouais, quand tu vas commencer à supporter ton équipe et dire l'acronyme, ça va être assez drôle, en tout cas dans les stades. Puis ça va donner un peu une chance à tous les supporters adverses de se moquer encore plus du club. Je trouve ça assez drôle comme histoire. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Moi, sans nécessairement aller trop loin. Mais non, mais bon, je m'attendais pas à voir ça aujourd'hui, pour être honnête avec toi. Le nouveau branding, ça m'est un peu, ça c'est un peu tombé comme ça. Pour moi, je m'attendais pas à ça. Mais bon, au moins, c'est Charlotte qui, même si ils vont passer encore une année de plus sans être dans la ligue, ils restent un peu dans les affaires courantes. On sait à quoi s'attendre un peu de Charlotte. Mais ouais, c'est un peu un pétard mouillé pour moi, à mon avis. Ouais, exactement. Bref, on verra si jamais il y aurait des changements. En tout cas, ça n'a pas l'air. Ils l'ont vraiment annoncé en grande pompe. Sauf que il y a beaucoup de gens qui sont assez rieurs du côté des réseaux sociaux. Et c'est assez drôle. Donc, on revient au tournoi. Et le but de ce podcast quotidien-là, c'est de parler du tournoi MLS is back. Il y a eu 3 matchs qui se sont déroulés hier. On va commencer par le premier match. Comme d'habitude, on commence déjà par une impression générale du résultat. Donc, le premier match, c'était Toronto FC contre New England. Un 0-0. Ça a l'air que ça arrange un peu les deux équipes. On a comme l'impression que c'était presque un résultat recherché, n'est-ce pas, Tristan? Ouais, c'est un peu l'impression que ça me donne. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Alex Bono dans les buts. Côté Toronto, pour moi, New England ou la Nouvelle-Angleterre, c'est une équipe qui honnêtement, de ce que j'avais vu du match de l'Impact, aurait pu gagner le match. Puis de l'autre côté, Toronto, je trouve que c'est ça reste une des très bonnes équipes de la Ligue. Donc, ouais, d'après moi, c'est une équipe, c'est 2 équipes qui étaient à moyen régime pour ce match-là. C'est un match le matin encore, mais vu que c'est des toujours équipes... compliqué le matin, toujours très compliqué. Ouais, c'est ça. Mais vu que c'est des équipes qui sont habituées au fuseau horaire à l'heure de l'Est, ça m'inquiétait moins que si c'était, mettons, Seattle, puis San Jose ou Vancouver. Ces matchs-là, je les comprends pas pourquoi ces équipes-là les jouaient le matin. Mais c'est ça, oui. Je pense que tu l'as bien résumé. C'est 2 équipes qui... pas se foutaient, mais la victoire n'était pas nécessairement importante. Exactement. Après, bon, ils ont quand même mis de bons 11 de départ, même si ce n'est pas vraiment les 11 de départ titulaires. On va en parler. Donc, du côté de Toronto, tu as déjà dit Alex Bono dans les buts au lieu de Quentin Westberg. En défense, en général, ça n'a pas changé. On avait Auro à droite, Omar Gonzalez, Chris Mavinga en défense centrale, à gauche, Richie Larea. Au milieu de terrain central, Michael Bradley avec Marco Delgado.
cadeau, donc ça n'a pas changé. Une petite nouveauté, on a vu sur la gauche Nick DeLeon qui est venu remplacer à ce moment-là celui qui est souvent là à ce moment-là dans le milieu de terrain, c'est d'habitude Endo à qui Greg Vanney donnait le départ. Et du côté droit, on avait toujours Pablo Piatti. Puis en pointe, en numéro 10, Alejandro Pozuelo et en pointe toujours Ayo Akinola. Donc pas vraiment beaucoup de surprises du côté de Toronto, à part cette titularisation de Nick DeLeon. Du côté du Révolution de la Nouvelle-Angleterre, là, il y a eu presque un turnover complet. On avait Matt Turner dans les buts toujours. À droite, encore Brendan Bay et au centre de la défense, Andrew Farrell. Par contre, il a été remplacé, Linar, en tout cas Delamea, il a été remplacé par Henry Kessler en défense centrale. Il avait quand même joué Kessler le premier match, mais n'empêche, on le revoyait de nouveau là. Et à gauche, on avait DeJuan Jones, donc Alexander Butner était laissé de côté. Au milieu de terrain central, on avait Scott Caldwell et Kellen Rowe, ça n'a pas changé. À droite, on avait le jeune Canadien Tajon Buchanan. À gauche, un autre Canadien, Bunbury, Teal Bunbury. Quand même. Ouais, il est canadien, hein, mais sauf que bon, il n'a pas choisi la bonne nationalité, mais bon. Bref, Teal Bunbury, le fils d'Alex Bunbury. Et en pointe, on avait Diego Fagundes et Adam Buxa. Donc, ni de Gustavo Bou, ni de Carles Gil, ni de Christian Penillade sur le 11 de départ. Gros changement et gros pari pris par Bruce Arena, n'est-ce pas, Tristan? Ouais, mais quand même, j'ai bien aimé voir Tajon Buchanan. Moi, j'aime beaucoup DeJuan Jones. Je trouve qu'il avait apporté beaucoup de choses, surtout vers la fin de l'an dernier, quand ils sont venus à Montréal. DeJuan Jones a fait un très, très bon travail, si je m'en souviens. Donc, moi, c'est ça. Personnellement, à la Nouvelle-Angleterre, il y a beaucoup de gens qui les regardent d'un peu de haut, mais je trouve qu'ils sont... On va les voir... il va y avoir une certaine transition où on va les voir aller plus souvent dans le portrait des séries éliminatoires, à mon avis. Ouais, mais comme on avait dit au début, c'était pas un match où les deux équipes s'en faisaient trop. On peut le regarder seulement avec les 11. Mais c'est ça, j'aime bien voir la rotation. Beaucoup de jeunes du côté de... beaucoup de jeunes. Certains jeunes du côté de la Nouvelle-Angleterre, c'est bien à voir. Ouais, c'est toujours intéressant. Bon, après, on l'a dit, ça a l'air qu'ils ne prenaient pas tout ça au sérieux, mais quand tu y penses, c'est quand même des points en saison régulière qui sont en train de un peu laisser tomber. Finalement, bon, c'est résultat heureux, c'était un match nul, donc c'est pas si pire d'avoir un point sur ce match-là. Par contre, c'est quand même un gros risque, sachant que c'est quand même 3 points qu'ils auraient pu avoir dans la banque pour la saison régulière. N'empêche, comme tu l'as dit, il y a eu quand même de très bonnes choses du côté des deux équipes. On a vu de très bonnes choses du point de vue où ces jeunes-là, on a parlé des jeunes de Tajon Buchanan, qui est jeune, c'est le seul qui est jeune qui était là, avec même DeJuan Jones qui a juste 23 ans, Henry Kessler qui vient d'être repêché à la Super Draft, qui a été quand même aussi bon. Donc il y avait quelques bons jeunes joueurs du côté de New England, mais aussi on a pu donner du temps de jeu à des joueurs un peu plus confirmés comme Diego Fagundes, comme Teal Bunbury. C'est intéressant parce que ça laisse faire, ça fait en sorte que le groupe est un peu plus impliqué dans la compétition au lieu d'être tout le temps sur le banc. Du côté de Toronto, durant le match, on a vu par exemple les premières minutes de José Altidore, ce qui est quand même assez intéressant, qui est rentré et qui a failli donner une passe décisive à Ayo Akinola. Malheureusement, ça n'a pas trop fonctionné. Il y a même eu des joueurs qu'on n'a pas encore vus du côté de Toronto aussi, avec Nobley Okello qui est rentré durant le match aussi vers la 68e minute. Donc c'est quand même intéressant parce que tu es capable de donner un peu de temps de jeu sur ce match-là à ces joueurs-là. Il y a eu aussi des jeunes joueurs qui sont rentrés
en milieu de match pour New England avec Justin Rennicks qui est rentré, par exemple. C'est intéressant. Et finalement, il a quand même sorti l'artillerie lourde, Bruce Arena, parce qu'il a fait rentrer à la 60e minute Gustavo Bou qui est rentré à la mi-temps. Tu as Wilfried Zaïbo qui a fait ses premières minutes dans le match, dans le tournoi. Christian Penilla qui est rentré aussi. Donc bref, finalement, on a fait tourner, oui, mais quand même, on n'a pas non plus mis une équipe complètement une équipe B ou une équipe C. C'était une équipe, disons, A', disons-le comme ça, n'est-ce pas, Tristan? Oui, exactement. Je pense que tu as fait bien de mentionner les 3 jeunes du côté de... jeunes en parenthèse, du côté de la Nouvelle-Angleterre. Tu fais bien de mentionner Noble Okello, qui est un jeune milieu axial, plein de promesses du côté canadien. On a vu un peu, et là je ne sais pas si tu voulais qu'on commence à en parler tout de suite, oui. Mais on a vu un peu les erreurs de jeunesse de Ayo Akinola sur une action où il pense qu'il est hors jeu, mais il regarde attrapé par le défenseur central, puis il n'est pas vraiment hors jeu. J'aurais pris un peu, parce qu'on était habitué de le voir dans les 2 derniers matchs, on était habitué de le voir plein de fougue à l'attaque, vraiment, qui est capable d'aller chercher les ballons un peu loin dans sa course. Si il s'arrête pas, moi, surtout du fait qu'il est très en jambes, il est très chaud en ce moment. Moi, je lui donne des grandes chances de marquer s'il va au bout de cette course-là. Donc, tu sais, moi, je m'attendais à dire, bon, c'est quand qu'on va voir Ayo prendre un peu plus, ou faire des erreurs, ou pas nécessairement réussir toutes ses chances, parce que là, la chance lui souriait beaucoup. Là, je pense que c'est un peu ce match-là. Je pense que c'est un peu... il va avoir pris un peu... en anglais, tu dis « humble up ». Là, il va avoir repris un petit peu de... il va être un peu plus appris. Ouais, c'est ça. Il aura appris, il sera un peu plus modeste, on va dire ça comme ça. Donc, bref, tu as complètement raison. Il y a eu les petites erreurs de jeunesse. On s'entend, il a juste 20 ans, hein, il est encore très, très jeune. Et oui, il a manqué plusieurs occasions, pas juste une seule. Il en a marqué 2 ou 3. C'est quand même... ça aurait pu être un autre score. Après, du côté même de New England, il y a eu plusieurs occasions manquées. Mais bon, en général, on sentait que Toronto avait un peu plus le contrôle du match. On voit une grosse possession de plus de 60% à peu près. Il y a le plus de tirs, il y a eu le plus d'occasions du côté de Toronto. On sentait que, et comme on le voit dans les 11 de départ, on voyait une équipe de Toronto qui est beaucoup plus à l'aise avec le ballon parce qu'il y avait cette chimie et ces autonomies, ces automatismes entre les joueurs. On n'avait pas changé complètement l'équipe, tandis que du côté du Révolution, c'est une bonne chose parce que tu arrives à prendre un résultat avec une équipe, comme on l'a dit, à prime, qui est très intéressant pour le reste, pour la suite, parce qu'ils ont pu reposer certains joueurs tout en donnant du temps de jeu avec les autres joueurs, les joueurs de rotation. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui est sorti de ce match-là, à part le fait qu'il y a eu ces 11 de départ-là. Pour ceux qui sont neutres et qui sont pas vraiment, comment dire, ils sont pas vraiment des fans de MLS et que si moi j'avais dit par exemple à un de mes amis qui aime pas vraiment regarder la MLS, regarde ce match-là, tu vas apprendre tellement de choses. Je pense qu'il m'aurait peut-être pendu parce que il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce match-là. C'était vraiment un match où il y a eu quelques occasions, sauf que c'était pas très, très plaisant à voir. Par contre, un bon match nul du côté des deux équipes, sans qu'il soit non plus vraiment extrêmement ennuyant. C'était pas très entraînant non plus. Donc, voilà du côté... C'est aussi de revoir Alex Bono, qui, il y a 2 ans, on se disait, mais mon Dieu, c'est le prochain jeune gardien américain. Il est dans une équipe de Toronto qui va extrêmement bien. Puis l'an dernier, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Westberg a complètement pris cette position de gardien partant, tellement qu'on le relayait quasiment à l'oubli. Je l'ai trouvé quand même solide. Il y a des points sur corner où tu te disais peut-être qu'il pourrait s'imposer peut-être un petit peu plus, mais c'est peut-être dû au fait que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu jouer.
Mais c'était quand même bien de le revoir, même si c'était juste pour... du moins, c'est ce qu'on croit que c'est pour juste pour faire une rotation. Mais quand même, Alex Bono qui a fait quelques bons arrêts. Oui, effectivement, effectivement. Il faut dire que la raison pourquoi Alex Bono a été mis sur le banc, c'est parce qu'il a fait quelques bourdes du temps où il était titulaire. Oui, c'était supposé être le futur de l'équipe nationale américaine. C'est même supposé être quelqu'un qui était supposé être devant Zach Steffen, hein, juste pour dire combien il était estimé. Il a été en haute estime par tout le monde, par les observateurs du soccer en Amérique du Nord. Par contre, il a fait plusieurs erreurs, même l'année du titre, hein, l'année du titre en 2018, le titre de Toronto. Il a fait plusieurs erreurs qui auraient pu coûter des choses à Toronto FC. Malheureusement, heureusement, pourquoi malheureusement, mais heureusement, ça n'a pas vraiment joué dans la balance. Mais je pense que quelqu'un comme Quentin Westberg est de loin plus solide devant les buts. On l'a même vu hier, tu as parlé un peu des corners. Il fait des erreurs. Malheureusement, il en fait des erreurs. Ce n'est pas le gardien dominant qu'il est supposé être. Il a maintenant 26 ans. Ça va être très difficile pour lui de trouver une place de numéro 1 à MLS après avec sa réputation de gardien qui fait quand même des bourdes. Alors, ça, c'est mon avis par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as un avis différent ou... Non, je partage ton avis, en fait. Parfait, excellent. Donc voilà, Alex Bono. Donc finalement, sur le match, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc je vais juste donner, comme d'habitude, le meilleur joueur du match et le pire joueur du match. Puis Tristan, je te laisserai commenter après, bien évidemment, et donner les tiens. Le meilleur joueur du match, pour moi, comme je l'ai dit, il n'y avait pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent, mais je sais que la MLS a décidé que c'était Henry Kessler qui était le joueur du match, le défenseur central repêché par lors de la Super Draft de College Soccer. Moi, j'ai bien aimé le match de Andrew Farrell, son compère de la défense. C'est vraiment un peu le rock dans la défense. On sait qu'il était latéral dans le temps, puis maintenant il est replacé en tant que défenseur central. Et je l'aime bien à ce poste-là. Il faut dire qu'il est quand même assez costaud. J'ai bien aimé son match à Andrew Farrell. Donc pour moi, ça aurait été Andrew Farrell du côté de New England Revolution. Puis le pire du match pour moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais Nick DeLeon, on n'a pas vu le Nick DeLeon. Et l'année passée, on a vu une certaine renaissance de la part de Nick DeLeon, qui était aussi, lui, supposé être un des grands espoirs de l'équipe nationale américaine. Puis finalement, il a 30 ans maintenant, puis sa carrière a fait pchit. Puis l'année passée, il a été très bon avec Toronto. Hier, il a été vraiment décevant et c'est pour ça qu'il a été remplacé à la mi-temps. C'est possible que les commentateurs disaient que c'est possible qu'il ait été blessé, mais je sais pas. C'était quand même assez décevant. En tout cas, j'espère. Possible qu'il ait été blessé, mais sa prestation n'était pas extrêmement intéressante à mes yeux. De ton point de vue, Tristan, est-ce que tu as ton meilleur joueur et ton pire joueur? Ouais, peut-être juste pour faire différent de toi, je vais être d'accord avec la MLS. Moi, j'aime bien Henry Kessler. On voit la connexion avec Bruce Arena puis l'Université de la Virginie. Il y a quelque chose, mais un jeune de 22 ans, un jeune de New York, de la ville de New York, 6 pieds 4 ou 1,93 m si vous préférez en système métrique. Moi, j'aime bien. Je trouve que pour un jeune comme ça qui s'impose, surtout en défense centrale, c'est difficile de s'imposer en étant un jeune en défense centrale comme ça. Est-ce que quelqu'un comme Andrew Farrell aide un gars comme Kessler? Probablement. Je trouve que moi, j'aime bien Andrew Farrell. J'ai toujours bien aimé un gars qui sort de l'Université de Louisville. J'apprécie. Puis pour le pire joueur du match, je pense que je suis d'accord avec toi, avec Nick DeLeon. Moi, c'est pas nécessairement que je veux m'acharner sur Nick DeLeon, mais j'ai toujours eu un peu de misère, même quand il jouait à DC, de comprendre son deal à Nick DeLeon. Je sais pas. Il est sur le plan, mais il est pas si rapide que ça. Je sais pas. Rien contre lui personnellement, mais Oui. j'ai toujours eu un peu de misère avec lui.
Ben, je comprends, je comprends. C'est sûr que l'année passée, ça avait aidé le fait de le voir plus en tant que milieu central que sur le côté. J'ai comme l'impression que il est de loin meilleur quand il joue au milieu de terrain, qu'il soit à côté de Bradley ou à côté de quelqu'un vraiment au milieu de terrain. C'est là où je le trouve meilleur que quand il joue sur l'aile. Mais bon, bref, cette fois-ci, il a joué sur l'aile, puis encore décevant, selon moi. Donc voilà, pour ce match-là, donc quand même, un match, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Pour rentrer dans les détails, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Vraiment, c'est à 9 h le matin, moi, j'étais prêt à rentrer me coucher de nouveau, là, mais, mais bon, c'est ça. Ça arrive, il y a des matchs comme ça, et puis voilà, c'était pas le match qui restera dans les annales du tournoi MLS is back, n'est-ce pas? Mais c'est aussi, tu sais, c'est les troisièmes matchs. Hein. Il y a beaucoup de gens qui commencent qui en ont parlé. Je pense que le broadcast d'ESPN en a parlé. Les troisièmes matchs, c'est là où les jambes sont un peu plus lourdes. Hein. C'est surtout dans un cas où, oui, les matchs comptent pour la saison régulière, mais tu sais, la Nouvelle-Angleterre avait déjà, je pense que c'était une victoire. Il y avait déjà une victoire aussi. Une victoire Toronto, et un match nul, comme Toronto, la même chose. ils avaient quand même ramassé 4 points. 4 points, 5 points après, c'est pas si mal que ça. De dire, bon, ben, si on est pour faire si on est pour faire notre chemin dans la phase éliminatoire, peut-être la prendre un peu plus mollo. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est arrivé aussi. Mais encore là, tu sais, beaucoup de matchs, l'humidité de la Floride, je pense qu'ils ont voulu être un peu plus intelligents en termes de gestion en termes de gestion de tournoi. OK. Ouais, ben c'est possible. C'est possible, comme tu l'as dit, c'est très possible. Après, bon, c'est que il y a beaucoup de monde qui disent ouais, bah ça a été réglé bah, avant le match, puis les deux entraîneurs se sont entendus, puis ils ont décidé de faire ça comme ça. Je doute très fort, très sérieusement. Mais d'un autre côté, comme je l'ai dit, comme tu l'as dit, je pense qu'ils étaient tous les deux assurés d'être qualifiés. Déjà, ça on le savait. En tout cas. Parce que ça aurait été très difficile de ne pas être troisième. Donc, il y a un qui aurait été dans le meilleur troisième, et indépendamment du match entre Montréal et DC le soir, bah, ils auraient été soit premier, soit deuxième, soit troisième. Donc, dans tous les cas, avec 4 points, ils étaient presque qualifiés parce qu'il y a très peu d'équipes de troisième place qui vont avoir 4 points. Donc, peut-être, comme tu l'as dit, qu'ils ont pris ça à la légère, puis se sont dit, écoute, on va essayer de donner un match, puis voilà, on va faire du mieux qu'on peut. Et comme on l'a dit au début du podcast, le matin, c'est assez difficile. Ça a l'air assez contraignant pour les joueurs, pour les entraîneurs, de vraiment livrer une copie correcte à 9 h le matin, même si jamais tu es dans l'Est. Il y a ce petit problème. On a remarqué qu'il y a eu des statistiques qui sont sorties comme quoi il y a beaucoup plus de buts dans les matchs le soir, les matchs de soir que les matchs du matin. Donc, ça prouve encore une fois le point que, effectivement, c'était pas le match. Les dispositions n'étaient pas vraiment là pour nous offrir un match de qualité. Donc, ouais, non, ça casse ta routine aussi. Hein? La routine normale d'un joueur de soccer, c'est pas se lever à 5 h du mat pour ensuite prendre un déjeuner puis aller jouer un match de compétition. Hein, ouais, c'est assez rare de voir quelque chose dans ce genre-là, à moins d'être un joueur de niveau groupe d'âge, mais là, on parle pas du même niveau. Là. Ouais, oui, c'est sûr, on parle d'un autre niveau. Donc voilà pour ce premier match. Et le prochain match, et c'était un match que j'avais vraiment hâte de voir parce que je voulais voir comment allait réagir Atlanta United face à l'une des équipes qui, pour moi, et sans exagération, c'est l'équipe de la MLS maintenant. Pour moi, c'est la meilleure équipe de la MLS en date d'aujourd'hui. Je sais que beaucoup de personnes disent LAFC après leur victoire 6-2 contre Galaxy, c'est eux à voir à cause aussi de leur saison de l'année passée. Mais jusqu'à maintenant, l'équipe qui m'a le plus impressionné, c'est le Crew de Columbus. Donc, le match entre Atlanta et le Crew de Columbus qui s'est terminé par une victoire de Columbus 1-0. Un match que j'attendais vraiment avec impatience parce que je voulais savoir si Columbus allait pouvoir continuer sur la même lancée et je voulais voir si jamais Atlanta allait réagir. Finalement, bon, Atlanta n'a pas réagi. 0 points en 3 matchs, aucun but marqué. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Atlanta, Tristan? Oui. Oui. D'après moi, je veux dire,
l'entraîneur en place, Franck Deboer ou Franck Debourg, dépendamment de ton accent, Ouais. c'est pas le projet. Ça marche pas. Je veux dire, cette équipe-là avait tellement d'essor sous Tata Martino. Ils avaient vraiment réussi à créer un buzz dans la ville d'Atlanta. Écoute, il y avait 2 Chainz, il y avait Waka Flocka, il y avait tout le monde était intéressé dans la ville d'Atlanta pour une équipe de soccer. Puis tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas par rapport à un match des Hawks de basket ou un match des Falcons de NFL. L'équipe de soccer attire 60 000 personnes à chaque match. C'est incroyable. Puis là, tu as Ils ont l'impression aussi une équipe de baseball, hein? Pardon? Excuse-moi, ils ont aussi l'équipe de baseball, hein, les Braves. Donc, Oui, ils ont aussi les Braves. Puis pour être honnête, l'équipe de soccer est rentrée dans le mainstream tellement rapidement. Puis tu te dis, bah, c'était vraiment beau à voir d'avoir un gars comme Tata Martino qui a vraiment imposé son système, qui a vraiment. C'était une équipe qui était flamboyante. Et là, bon, OK. Faut se dire, Joseph Martinez ne joue pas. Bon, OK. Joseph Martinez ne joue pas. Miguel Almiron n'est plus là, mais quand même, ils ont quand même des éléments qui sont intéressants. J'ai l'impression que ça. J'ai l'impression que la gâchette est sur le point de se faire tirer pour Franck Debois. Honnêtement, j'ose croire qu'Atlanta ne sera pas une équipe qui va être très patiente par rapport à ne pas être dans le top de la ligue. Parce que Arthur Blank, le propriétaire, me semble être quelqu'un qui aime gagner, même si son équipe de NFL a jamais gagné. Mais j'ai l'impression qu'il y a pris goût à gagner cette Coupe MLS-là, puis cette US Open Cup-là, puis cette Campeones Cup-là. Puis c'est une équipe qui aspire à de grandes choses à chaque saison. Ils font un peu penser au Toronto FC. Donc, est-ce que Atlanta va être patient, va essuyer une autre prestation c'est probablement une des pires équipes du tournoi, là. Faut pas se non, le non, pas une des pires, la pire. Pour moi, c'est vraiment la pire équipe du tournoi. C'est aussi simple que ça. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir du changement à Atlanta. Ouais, ça m'étonnerait vraiment pas, en fait, Tristan. Mais si jamais tu veux voir, moi, je veux juste parler de ça avant de parler du match, parce que c'est important qu'on revienne et qu'on explique la débâcle d'Atlanta United. Ben, pense-y. On a gagné le championnat en 2017. Oui, c'est ça. 2017 que Atlanta a gagné le championnat, si je me trompe pas. Oui. Ah oui, c'est ça. Donc, ils ont gagné le championnat en 2017. Ah, je ne me rappelle plus. Je suis un peu perdu, mais ouais, je pense que c'est 2017, si je me trompe pas. C'était Toronto 2018, puis Seattle 2019. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est juste. Bref, donc en 2017, ils ont gagné le championnat. Et ce championnat-là, il était basé sur une équipe et une colonne vertébrale très connue. Tu avais à peu près une grosse colonne vertébrale dans cette équipe d'Atlanta. Tu avais Brad Guzan dans les buts, qui est encore là. Tu avais Leandro González-Pires en défense centrale, qui est parti et qui maintenant vient juste de rejoindre l'Inter Miami. Tu avais au milieu de terrain Darlington Nagbe, qui lui aussi est parti. Tu avais Miguel Almiron, qui est lui aussi parti. Puis tu avais Joseph Martinez, qui est blessé. Ça, c'était la colonne vertébrale de l'équipe championne en 2017. Ben là, tu te retrouves avec aucun de ces joueurs-là. Tu as essayé de les remplacer avec des joueurs comme Ezequiel Barco, comme Pity Martinez, comme au milieu de terrain, il n'a jamais vraiment été remplacé, à part si tu comptes Hindman comme étant le joueur qui l'a remplacé. En défense centrale, tout le monde pense que Miles Robinson pourrait être le nouveau général. Effectivement, sauf qu'il est quand même, il a besoin de support, il a besoin de quelqu'un d'autre à côté de lui. Puis Fernando Meza et Franco Escobar, ben, c'est pas trop ça jusqu'à maintenant. Donc, c'est comme normal. Et je sais que tout le monde pointe du doigt Frank Debourg, mais Almiron, c'est avant Debourg. Donc, il faut que quand tu remplaces des joueurs, il faut t'assurer que les joueurs non seulement soient talentueux, mais aussi qu'ils rentrent, qui vont pouvoir s'intégrer au collectif déjà en place. Puis Pity Martinez, on n'a rien vu de Pity Martinez depuis qu'il est là. Oui, il a quelques
petits éclats à droite et à gauche. Barco, c'est la même chose. Tout le monde parlait de Barco comme étant suivi par Barcelone et par des clubs extraordinaires en Europe. Puis jusqu'à maintenant, Barco, ok, c'est un bon joueur, mais bon, pour ceux qui connaissent un peu, pour moi, Gustavo Bou, c'est 100 fois Barco et c'est 100 fois Pity Martinez. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais. Comme on parlait, moi, je trouve que la Nouvelle-Angleterre, c'est une équipe qui est en pleine transition, qui va challenger pour être dans les meilleures équipes dans la conférence, même dans la ligue. Mais oui, c'est une équipe qui se ressemble plus, à mon avis. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas été dans le bon continent pour aller chercher leur entraîneur. Je veux dire, remplacer Tata Martino par un... Je veux dire, tu sais, moi, à mon avis, Frank de Boer, il m'a pas impressionné. Je veux dire, même dans ses dernières jobs avant d'aller à Atlanta, il m'avait pas impressionné. À Crystal Palace, c'était affreux. Je la comprends pas. Je la comprends pas parce que ils étaient tellement sur une bonne ère d'aller à Atlanta que j'ai de la misère. J'ai de la misère à comprendre pourquoi. Ils ont quand même des bons éléments, mais je veux dire, j'ai de la misère à l'expliquer. Mais je pense que tu avais un très bon point de dire fallait remplacer Almiron. Parce qu'Almiron, c'était quelqu'un de spécial. Ouais. Quand il est arrivé, l'impact qu'il a eu, c'était vraiment un joueur que, à chaque fois qu'il était sur le ballon, tu sentais que quelque chose allait se passer. La connexion qu'il avait avec Joseph Martinez dans cette année de championnat-là, c'était magnifique à voir. Pour vrai, cette équipe-là avait tout pour elle. Puis après ça, tu vas me dire, bon, OK, mais comment on fait pour essayer de recréer ça? C'est sûr que c'est difficile, mais la débandade qu'ils sont en train de vivre, là, c'est plus que ce que tout le monde dans les sphères de la MLS prévoyait. C'était sûr, à mon avis, que Frank de Boer, ça n'allait pas être la machine qui était l'Atlanta United de Tata Martino, mais je ne m'attendais pas à une baisse de régime de cette ampleur-là. Effectivement. Et comme je dis, c'est très bien de blâmer De Boer, mais aussi, il faut blâmer plus haut. Darren Eales n'est pas étranger à tout ça. Comme j'ai dit, on a démantelé l'équipe, puis on l'a remplacé par d'autres joueurs. Nagby, en fait, je me suis trompé en début de podcast. J'ai dit que c'était 2017 qu'ils ont gagné. En fait, c'est 2018 qu'Atlanta a gagné. 2017, c'était Toronto. Donc, petit mélange entre ça. J'ai vérifié entre-temps. Mais voilà, donc, tu démantèles une équipe qui a tout gagné. Et puis tu remplaces pas, ou bien tu remplaces par des joueurs qui sont pas aussi bons. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème du côté Atlanta. Mais dans ce match-là, j'aimerais qu'on parle des 11 de départ. Donc, Columbus, on avait surprise dans les buts Andrew Tarbell. À droite, Harrison Afful. En défense centrale, Jonathan Mensah et Aboubacar Keita. À gauche, enfin, Milton Valenzuela, mon petit chouchou. Au milieu de terrain, dans un 4-2-3-1, on avait Darlington Nagby et Arthur Nagby qui jouait contre son ancienne équipe. À droite, dans les trois milieux offensifs, à droite, on avait Luis Diaz. En tant que numéro 10, Pedro Santos, même si très souvent il jouait en 9,5 et parfois même en tant que deuxième attaquant derrière Zardes. En tant qu'attaquant de pointe, donc c'était Zardes. Et à gauche, on avait Younes Mokhtar, qui a encore une fois énormément impressionné. Du côté d'Atlanta United, on avait Brad Guzan dans les buts, toujours dans le fameux 3-4-3 de Frank de Boer. Franco Escobar, Miles Robinson et Fernando Meza en défense centrale. Sur le côté gauche, George Bello. Sur le côté droit, Brooks Lennon, qui faisait tout le couloir. Au milieu de terrain, Mohamed Adams et Emerson Hyndman. Et les trois en avant, Pity Martinez, Ezequiel Barco et en pointe, Adamian qui a été remplacé à la mi-temps tellement il ne faisait pas grand-chose, remplacé par John Gallagher qui lui non plus n'a pas fait grand-chose. Donc voilà un peu les deux 11 de départ. Est-ce que des surprises qui te sautent aux yeux, toi, Tristan? Tarbell dans les buts, mais encore là, tu disais un peu plus tôt que le crew, shout out to the crew, pour vrai, là, je suis tellement content de les voir à ce régime-là. Je suis tellement content de voir qu'ils ont
un Caleb Porter sur les lignes de côté, un Tim Bezbatchenko en tant que directeur sportif. Cette équipe-là, si vous n'êtes pas familier avec un peu l'histoire de la MLS, qui a failli se faire déménager sans son consentement, en fait, par leur propriétaire qui voulait s'en aller à Austin, au Texas. Il y a eu tout le mouvement Save the Crew qui a finalement pu fonctionner, que pendant beaucoup de temps, le monde à Columbus pensait qu'ils allaient perdre leur équipe. Finalement, l'équipe reste à Columbus. Et là, on a cette équipe-là sur le terrain. C'est définitivement l'influence de Caleb Porter puis de Tim Bezbatchenko. Mais je veux dire, moi, un joueur comme Darlington Nagbe, moi, je l'aime peut-être pas autant qu'Alexis Lawless, mais c'est un joueur que j'aime énormément, qui a encore fait un très bon match. De l'autre côté, sincèrement, on parlait d'Atlanta puis de où sont rendus, puis sincèrement, tu regardes le 11, puis OK. Adam John, qui, je dois le rappeler à tout le monde, est un supporter de Donald Trump, qui donne rien du tout, qui donne absolument rien du tout en attaque. Il y a des bons éléments. George Bello, que moi, je vais en parler un peu plus tard, mais ça reste un très, très bon jeune espoir pour l'équipe nationale américaine. Mais encore là, je veux dire, Mo Adams, pour vrai, dans ton 11 partant, si tu veux absolument aller chercher une victoire, ça, je la trouvais un peu bizarre. Oui, effectivement. En fait, on avait parlé, en fait, quand Darlington Nagbe est parti pour rejoindre Columbus, on avait posé la question à Frank Debourg en disant comment tu vas faire pour remplacer Nagbe. Il a dit, écoute, Nagbe ne se remplace pas, je voulais vraiment qu'il reste. Malheureusement, il a choisi autrement. Et il a dit, au lieu de remplacer Nagbe, c'est presque impossible à trouver, c'est très difficile à trouver. On a ramené Hyndman qui apporte beaucoup plus que Nagbe offensivement. Puis on a ramené Mohamed Adams qui apporte beaucoup plus que Nagbe défensivement. Donc, en fait, il a amené un joueur et il a amené 2 joueurs à la place de un seul. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Mo Adams, pour moi, c'est quelqu'un qui va jamais vraiment être brillant, même s'il est encore très jeune, il a 23 ans, là, il va jamais être vraiment brillant à MLS. Je vois pas comment ce joueur-là pourrait être extraordinaire. Gros questionnement du côté d'Atlanta United. Mais dans le 11 de départ, il n'y avait rien de vraiment surprenant. On avait presque le 11 type, si jamais on peut appeler ça un 11 type, où il manque beaucoup de joueurs. Mais du côté de Columbus, tu as parlé de Tarbell remplacé Eloy Room, dont on vous a parlé plusieurs fois, qui est blessé, malheureusement, et ça a l'air qu'il est blessé pour plusieurs matchs. On a eu le retour des deux du latéral droit, Harrison Afful, qui avait été reposé lors du dernier match. En défense centrale, on avait encore une fois Jonathan Mensah et Aboubacar Keita. Keita était sur le banc la dernière fois, donc il est là. Milton Valenzuela, il est là au lieu de Hector Jiménez, donc il y a eu des changements là. Au milieu de terrain, il n'y a pas eu de changement. Dans les milieux offensifs, on n'avait pas Lucas de la Ryan, qui était sur le banc, qui a fait très bonne impression depuis qu'il est venu. Il y a eu beaucoup de changements du côté de Columbus et pourtant, on a vu une équipe qui, sur le terrain, n'avait pas l'air du tout dérangée par ça. Si tu regardes, la plupart du monde vont aller regarder les stats et voir comment le match s'est déroulé. Et bon, si tu regardes les stats, 55% de possession pour Atlanta, 44% pour Columbus. Atlanta, 15 tirs, 9 tirs pour Columbus, 6 tirs cadrés pour Atlanta, 3 tirs cadrés pour Columbus. Mais moi, je vous dis, pour avoir vu le match, non. Columbus a été beaucoup plus dangereux. Le but de Mokhtar est quand même très, très bon. Il a dû sortir, malheureusement, pour blessure, pour l'haïtien Derrick Etienne Jr. qui est rentré à sa place. Mais bon, Columbus Crew, pour moi, et l'équipe à suivre dans ce tournoi-là, c'est l'équipe qui m'impressionne le plus. On a 2 11 de départ, pour moi, dans cette équipe de Columbus, et même plus. Quand tu penses que sur le banc, tu as Fernando Adi qui est rentré finalement pour les 30 dernières minutes, qui a été un joueur désigné à un moment donné. Bon,
Maintenant, il est plus aussi bon, mais quand même, il est quand même là pour donner du temps. Quand tu as des jeunes joueurs comme Sébastien Bellharter qui a fait un très bon match lors du dernier match, quand tu as des défenseurs confirmés avec Axel Seuberg sur le banc, Hector Jiménez en tant que latéral gauche qui était sur le banc, Josh Williams, tu as une équipe complète du côté de Columbus, n'est-ce pas, Tristan? Oui, mais c'est exactement ton, pour vraiment ajouter à ton point, c'est ils ont l'opportunité, tu vois, de faire parce qu'ils pouvaient se permettre. On en a parlé un peu quand on parlait du match Toronto-Nouvelle-Angleterre. Ils peuvent se permettre de reposer des joueurs et ils ont quand même une influence dans le match. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus, à mon avis. Et tu sais, ils ont Fernando Adi sur le banc qui a vécu les deux probablement pires années de sa vie dans les dernières années dans son temps à Cincinnati. Mais ils ont aussi des super bonnes options. Axel Sjöberg, ils ont le fils de Greg Berhalter, Sebastian Berhalter, qui a joué le deuxième match et qui a vraiment pas fait un mauvais cas, honnêtement. Je l'ai trouvé quand même passablement bon. Ils ont des options. C'est ce qui m'impressionne le plus du crew de Columbus parce que, honnêtement, tu regardes une ville comme Columbus en Ohio, c'est pas la ville la plus jet-set pour les joueurs. Vraiment pas. Puis ils ont créé une atmosphère où les gens veulent aller en Ohio, comme l'atmosphère de l'ancien Porter Ball de l'université de Akron. On dirait que les joueurs ils achètent le projet. Caleb et Tim Bezbatchenko, je vais les rementionner encore, vendent bien leur salade. Oui, effectivement, Bezbatchenko, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien directeur général de Toronto. Donc, quand Toronto avait gagné la Coupe, c'était lui qui était là. Donc, ça explique tout. Il est capable de construire des équipes gagnantes. Puis là, il a rejoint Columbus parce que c'est l'équipe de son enfance. En fait, je pense même il est né là-bas ou quelque chose comme ça. Bref, donc il est maintenant avec Columbus. Et du côté de Columbus, Kelly Porter, on sait, c'est l'ancien entraîneur de Portland. Quand Portland avait gagné la Coupe MLS, c'était Kelly Porter l'entraîneur. Ça n'a pas marché la première année. Il y a eu quelques petits ratés, mais ils ont appris de tout ça. Ils ont appris de tout ça, puis ils ont réussi à s'en sortir et à construire une équipe qui fait vraiment beaucoup de sens. Dans ce match-là, on l'a vu, cette équipe, aussi une équipe A', a fait exactement ce qu'il fallait pour remporter le match. Beaucoup d'occasions manquées, mais avec, comme j'ai dit, cette équipe A', un très beau jeu, très alléchant, des très belles combinaisons de jeu. J'ai beaucoup aimé cette équipe de Columbus, puis j'ai comme l'impression qu'on n'a pas encore tout vu de cette équipe-là, parce que ça a l'air de plus en plus alléchant de voir cette équipe jouer. Du côté d'Atlanta United, comme tu l'as dit, ça a l'air qu'on est très très proche du renvoi pour Frank de Boer. En tout cas, les supporters, j'ai jamais vu les supporters d'Atlanta qui sont quand même très très vocaux. J'ai jamais vu être aussi négatif depuis que Atlanta a rejoint la ligue. Atlanta, ça a été une équipe qui a rejoint la ligue en disant, nous on va être une des meilleures, sinon la meilleure équipe de MLS de tous les temps. On veut remporter championnat après championnat. Puis voir une équipe tomber aussi bas, les supporters sont pas en train d'accepter ça, n'est-ce pas, Tristan? Oui, c'est ça. J'ai l'impression que ça va leur faire du bien de se séparer de Frank de Boer. Honnêtement, moi, j'ai l'impression que ce qu'ils ont besoin... moi, j'aurais vu Guillermo Barros-Schelotto à Atlanta. Ça aurait été probablement la personne que j'aurais voulu aller chercher. Encore là, qui est sur le marché? Là, on est dans des temps qui sont pas normaux. Donc est-ce que ça va être plus compliqué aller chercher un entraîneur après qui est disponible, qui veut se joindre à un projet comme Atlanta? Honnêtement... Moi, je te dis, moi, j'ai une idée, Tristan. Je vais te dire qui? Marcelo Gallardo. L'entraîneur de River Plate. J'ai comme l'impression qu'on le verra à Atlanta. Je te dis... Une mauvaise pioche. Ce serait vraiment... Ce serait extraordinaire. Bon, après, il
Il est voulu dans plusieurs équipes en Europe. Il a été voulu par plusieurs personnes, puis il est toujours resté à River Plate depuis, il est là depuis 2014 en tant qu'entraîneur. Puis c'est un excellent entraîneur. Puis c'est un joueur qui a joué en MLS. Hein. Il a joué à DC United et était venu. Il n'a pas joué longtemps, mais il est quand même venu en MLS. Donc ça ne m'étonnerait pas de le voir faire ça. Après, chez Lotto, ça aurait été une bonne idée, sauf que ça ne marche pas trop pour lui hein, au Galaxy. Non, c'est tellement triste à voir, mais bon, on n'entrera pas trop loin là-dedans. Parfait. Donc voilà, donc ce match-là aussi. Il y avait quand même du beau jeu dans ce match-là, de belles combinaisons, comme je l'ai dit. Mais pour moi, une victoire 100% méritée pour Columbus. Atlanta, malgré ses 15 tirs au but, dont 6 cadrés, on dirait que c'est une équipe qui était en manque d'inspiration. Il manque ce joueur créatif au milieu de terrain. Il manque cet attaquant. Il manque ce défenseur solide. À côté de Miles Robinson. Et selon moi, Franco Escobar aurait dû recevoir un carton rouge à plusieurs reprises. Tiens, on vient au meilleur et au pire joueur du match. Pour moi, le pire joueur du match, c'est très simple, c'est Franco Escobar, qui aurait dû recevoir un carton rouge très, très tôt dans le match. Il a reçu son premier carton jaune dans le temps additionnel de la première mi-temps. Pour moi, le meilleur joueur du match, c'est Younes Mokhtar, même s'il a très très peu joué, il a joué juste une mi-temps. J'ai adoré ce que j'ai vu. Ce joueur-là, il m'impressionne. Je le trouve vraiment très très bon. Quelle belle pioche pour Younes Mokhtar. Et toi, de ton côté, c'est qui que tu as choisi comme ton meilleur et ton pire joueur de ce match-là? Meilleur joueur du match, je vais le donner à Darlington Nagbe. C'est un joueur qui pas nécessairement transforme cette équipe du Crew, mais c'est un joueur qui apporte énormément au Crew. J'adore vraiment ce joueur-là. Du côté du pire joueur, je sais que ça va être dur. Je vais être vraiment dur envers lui, même si c'est un joueur parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est George Bello qui aurait pu créer, qui aurait pu. Il y a beaucoup de chance, surtout offensivement, il aurait pu donner les devants à son équipe. Mais encore là, je pourrais la donner à Adam John, sincèrement, à Adam John, là, pour tous les sens du terme, là, Adam John, non. Après, Tarbell a fait un très bon match. Mention spéciale à Andrew Tarbell, qui a quand même eu à faire 5 arrêts. C'est pas rien. Sauf que j'ai pas trouvé non plus qu'il a fait des arrêts époustouflants non plus. Mais c'est intéressant d'avoir un gars comme Andrew Tarbell comme deuxième gardien parce que c'est un gardien qui est capable d'être numéro 1. Hein, donc c'est un bon gardien de but. Et en plus, sur le banc, tu as un autre gardien qui est capable d'être numéro 1. C'est Matt Lampson. Donc bref, au niveau des gardiens, même si Eloy Room du côté de Columbus est pas là, il y a ce qu'il faut pour tenir la baraque durant son absence, n'est-ce pas? Oui, j'ai trouvé ça dommage. Je l'aime bien, Eloy Room, ouais. le gardien de l'équipe nationale du Curaçao. J'étais déçu de voir, mais Andrew Tarbell, qui a mon âge, qui a 26 ans, 26, il va avoir 27 ans en octobre. Mais oui, j'ai trouvé que c'était. Je pensais qu'il était un peu plus jeune que ça, mais c'est bien de laisser. Moi, j'aime toujours ça, voir des gardiens de but un peu sauter dans le portrait puis faire une bonne performance. Bravo à lui. Oui, exactement. Donc, je suis content pour lui aussi. Je l'aimais bien dans son club précédent. C'était San Jose. C'est un bon gardien qui a jamais vraiment eu... il a eu sa chance, mais il l'a pas complètement gardé sa chance. Il y a eu quelqu'un d'autre qui est venu prendre sa place après coup quand Daniel Vega est venu. Donc, Tarbell a été poussé sur le banc par Almeida. Donc, bref... Andrew Tarbell, bravo pour ce match-là. On passe au dernier match de cette journée-là, du 21 juillet. Et c'était l'Impact de Montréal qui recevait DC United. Un match importantissime parce que les deux équipes se retrouvaient un peu dos au mur. Les deux équipes avaient besoin d'une victoire afin de se qualifier pour le prochain tour ou de garder une chance de se qualifier pour le prochain tour parce que c'était même pas joué avec une victoire du côté de l'Impact.
Pour DC United, avec une victoire, ils étaient assurés de finir premier du groupe. Ou bien non, à égalité dans le groupe avec Toronto et New England. Donc, tout aurait dépendu de la différence de but. Finalement, c'est l'Impact de Montréal qui s'est imposé sur le score de 1-0. De manière très générale, Tristan, ce match-là, comment tu l'as trouvé? Satisfaisant ou est-ce que tu as trouvé qu'il manquait quelque chose aussi? Ben, il manquait un but. Honnêtement, le but de Taider, c'est un contre son camp. Là. Ouais. Si c'est pas de Frédéric Briand là, qui dévie le ballon, puis on s'entend, là, c'est dévié de façon extrêmement favorable. Là. Je veux dire, si c'est encore 0-0 à la mi-temps, là, je sais pas si l'Impact gagne ce match-là. Puis le pire dans ça, puis je vais être dur envers l'Impact de Montréal, parce que, sincèrement, là, le match finit 1-0, et de l'autre côté, tu n'as même pas un attaquant. Il n'y a pas un attaquant qui commence le match. Segura, là, c'est pas un attaquant de pointe. On va se le dire. Sincèrement, l'Impact a toujours de la misère à essayer de te trouver un but. Tu vas dire les 11, tu vas sûrement aller à travers les 11. Oui. Kyoto, c'est bien, je veux dire, est-ce qu'il jouait à gauche, est-ce qu'il jouait dans le milieu? Ça reste à l'interprétation, mais on n'a toujours pas personne qui marque. On n'a pas personne qui met des buts. Puis à la fin de la journée, oui, on s'est fait aider du côté de l'Impact par un bon extrêmement favorable qui, à mon avis, moi, je veux dire, tant mieux pour Taider, c'est bon pour les stats, mais c'est pas son but. Ouais. Ben, assez fort de la part de Tristan D'Amour sur l'Impact de Montréal. On va parler de ces 11 départs-là, puis je vais donner mon avis après coup. Donc, du côté de DC United, on avait Bill Hamid dans les buts, comme d'habitude. À droite, petite surprise avec Chris Odoye-Atsem qui jouait en tant que latéral droit. En défense centrale, toujours la paire de défenseurs, le français Frédéric Briand à côté de Steven Birnbaum, l'américain. À gauche, toujours Joseph Mora. Au milieu de terrain central, dans un 4-2-3-1, on avait Russell Canouse et Junior Moreno. Donc, rien de très, très surprenant. Les trois milieux offensifs, tu avais à droite Julian Gressel. En tant que numéro 10, on avait Felipe, parce qu'on sait que Flores était blessé, donc il n'était même pas sur la feuille du match. À gauche, Yamil Assad, et en pointe, Ulysse Segura, qui est même pas un attaquant de pointe habituellement, qui est plus un ailier, mais qui était là, parce qu'on sait que Ola Kamara aussi avait eu une gêne à l'entraînement, donc ne pouvait pas être titulaire. Du côté de l'Impact de Montréal, on avait Clément Diop dans les buts, et Thierry Henry a enfin changé son schéma tactique. Il a enfin accepté de mettre Zachary Brault-Guillard en tant que latéral droit. En tant que défenseur central, on avait Rod Fanny et Louis Binks. À gauche, Jorge Corrales. Donc, dans un 4-3-3, on avait au milieu de terrain Samuel Piette, Victor Wanyama, Safir Taider. Et les trois devant, on avait sur la droite Maxi Urruti, sur la gauche Boyan et en pointe Romel Kyoto. T'as pensé quoi du match? Déjà, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu as pensé de enfin la décision de Thierry Henry de revenir avec une défense à 4? Moi, je l'ai dit, ça fait depuis le début de ce tournoi-là. Je vois que le 3-4-3 de Thierry Henry, qui se change en 3-5-2, ça n'a pas l'air de fonctionner au sein de l'Impact de Montréal. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pour toi, c'est vraiment, il faut qu'il revienne à cette formation-là. Non, je pense pas que Thierry Henry devrait se presser à revenir à une défense à 3 centraux. Parce que ça te donne cette option-là d'avoir un joueur de plus à l'avant ou un joueur de plus dans le milieu de terrain, dépendamment de comment tu vois les choses. Mais Fanny qui n'a pas eu son meilleur match, mais j'ai l'impression qu'encore là, je vais donner l'excuse du troisième match. Puis bon, Fanny, il a quand même 38 ans. Là, c'est 37 ou 38 ans. 38 ans, c'est ça. Mais j'aime bien Fanny et Binks. J'aime bien ce partenariat-là en défense centrale. C'est deux joueurs qui sont assez grands, 6 pieds 2, 6 pieds 1. Il y a du poids. Je veux dire, Louis Binks fait quand même 190 livres. C'est quand même quelque chose de solide. Honnêtement, j'ai bien aimé.
À droite, Broguillard, tant mieux, mais on a vu la blessure en fin de match et on a vu aussi le quadriceps qui avait un bandage. Donc, est-ce qu'il y avait est-ce que c'était par précaution la non-titularisation de Zachary Broguillard? Encore là, si j'avais accès aux entraînements ou si j'étais à Orlando, ça serait un petit peu plus facile à répondre. Mais malheureusement, on n'a plus cet accès-là dans les médias. Bon, COVID impose. Du côté gauche, Corrales m'impressionne pas. Honnêtement, c'est un problème à gauche. Moi, j'ai pas trouvé qu'offensivement, il a apporté beaucoup. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets techniques, surtout offensivement, du côté de Corrales. Mais encore là, c'est pas... Corrales on l'avait pas amené pour être un titulaire non plus. Là, dans l'échange de Michael Azera, la bonne pioche ou la pièce maîtresse de l'échange, c'était pas Corrales, c'était Balutabla. Donc, bon. Après ça, Wanyama continue à prouver que c'est une perle. Moi, j'adore ce joueur-là. C'est un joueur qui va apporter énormément. Puis devant, bon, Boyan... Il y a quand même eu un bon match de Boyan. Hein. Je pense qu'il était correct durant ce match-là, contrairement aux 2 premiers matchs où il était complètement invisible. Dans ce match-là, j'ai bien aimé ce qu'il a fait à Boyan. Oui, tout à fait. Après, c'est ça. C'est les combinaisons, parce que Boyan, il est partout. Là. Il est à gauche, il est à droite, il est dans le milieu, il est en arrière, il reprend. Je veux dire, il a compris ce que Thierry Henry voulait dire par le mot fighting spirit. Là. Ouais, effectivement. Bref, c'était, je pense, je trouve que c'était un peu difficile avec l'Impact de Montréal et un peu dur. Moi, sincèrement, je suis complètement d'accord avec toi, avec Corrales. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup aimé ce joueur-là à gauche. Même du côté de Chicago, je l'aimais pas. Et même quand il a été recruté, j'étais là, OK, c'est un backup, ça va jamais être un titulaire. Puis finalement, là, on le voit titulaire. Dans une défense à 4, j'aurais aimé redonner une chance à Jukka Raitala, même si ça n'a pas trop marché. Dans une défense à 5, à 3 avec Raitala en tant que piston gauche, ça marche pas trop parce que c'est pas quelqu'un d'offensif du tout. Par contre, dans une défense à 4, j'aime bien le voir à gauche. Donc, j'aurais bien aimé qu'on lui redonne cette fonction-là. Pour Broguillard, Thierry Henry l'avait même dit lui-même en conférence de presse, comme quoi c'était un choix du coach, que c'était pas par précaution qu'il était sur le banc. Et il a même dit comme quoi il l'aimait bien offensivement, mais non pas défensivement. Donc, bref, ça veut dire que pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. C'était un choix de Thierry Henry de mettre Broguillard sur le banc. Là, il l'a mis là et on a vu qu'il a fait un très bon match, Zachary Broguillard. Au milieu de terrain, Wanyama extraordinaire. Piet, après un début de match extrêmement compliqué, s'est repris. En deuxième mi-temps, il a été très bon selon moi. Taider, je pense qu'au bout de la 60e minute, il devait sortir, il était cramé. Mais sinon... Ouais. Je pense que c'était son meilleur match du tournoi. Pour ce qui est d'Urruti, Urruti fait du Urruti. Il a failli marquer un très beau but. Il court beaucoup, il se donne beaucoup. Puis je l'aime bien dans ce rôle d'ailier droit. Je trouve que c'est quand même pas mal. Kyoto en pointe, il amène quelque chose qu'on n'a pas eu à l'Impact de Montréal depuis Drogba. Et en fait, depuis que l'Impact de Montréal a rejoint la MLS, en attaquant de pointe, il n'y a que Kyoto qui a réussi à amener ce que Drogba a amené, donc jouer de haut but. Et pour moi, c'est extrêmement important dans une équipe qui veut jouer en possession du ballon. Et on le voit avec Thierry Henry, il essaye de jouer en possession du ballon. Tu as besoin de quelqu'un qui est capable de jouer de haut but. Puis Kyoto amène ça. Et c'est pour ça que pour moi, il est indispensable, Romell Kyoto. Bon, après, du côté de DC United, vraiment... Tu as été, comme tu l'as dit, oui, peut-être qu'il a manqué un but dans ce match-là. Il y a eu le poteau de Urruti. DC a manqué plusieurs occasions parce que, selon moi, l'Impact a trop donné le ballon et a trop laissé le ballon à DC. Mais je trouve que DC aurait dû marquer plusieurs buts si jamais ils avaient le talent. Et pour moi, DC United, c'est une équipe qui n'a pas de talent. Pour moi, DC United, c'est une équipe qui va finir, si jamais il y avait une saison régulière normale, elle aurait fini dans les bas-fonds du classement de la conférence Est, bien en dessous de l'Impact de Montréal. Et encore une fois, ça c'est sans penser que DC United aurait dû avoir un carton rouge dans ce match-là. Felipe méritait un carton rouge. Je ne comprends pas comment il a échappé au carton rouge à la 35e minute. Donc si jamais tu mets un arbitre qui fait du sens et non pas notre ami Alex Silovic,
Si jamais tu mets un arbitre qui fait du sens, Felipe n'est plus là dès la 35e minute. Puis là, on aurait vu, je pense, un festival offensif du côté de l'Impact de Montréal. Ouais, c'est vrai que tu as fait bien de mentionner le but d'Oroti qui m'a échappé, ou le non-but d'Oroti. Ouais. C'était vraiment malchanceux de la part d'Oroti. Puis je trouve que sur l'aile, c'est plus intéressant. Mais oui, honnêtement, ça non plus, je la comprends pas. On parlait d'Atlanta tout à l'heure, puis on parlait de Frank de Boer qui pourrait perdre son emploi. Honnêtement, je trouve que Ben Olsen, c'est probablement l'entraîneur en MLS qui a eu le plus de chance. Je comprends pas pourquoi cet entraîneur-là est encore là. Tristan, c'est le deuxième entraîneur qui est là depuis le plus longtemps après Peter Vermes. Ouais, puis on parle de Peter Vermes aussi. Là. Qui a gagné des millions de choses. On parle pas de. C'est ça, là, on parle pas de petit Joe. Là, c'est quand même quelque chose. Puis honnêtement, Ben Olsen, même dans sa conférence de presse après-match, qui a l'air d'un enfant dans sa phase du non, là, c'est un peu n'importe quoi. Je veux dire, honnêtement, qui manque de talent, qui fait une substitution pour Gressel. À la 50e, là, c'était vraiment tôt. J'ai pas compris pourquoi il l'a enlevé aussi de bonne heure. C'est la 52e. Je veux dire, Julian Gressel, qui est un très très bon joueur, je l'ai pas compris. Paredes, par contre, qui a quand même eu des bons flashs. Federico Higuaín, moi c'est ça. Moi, c'est à partir de la 70e. Quand Federico Higuaín entre dans le match, c'est là que je me suis dit, l'Impact peut perdre ce match-là. L'Impact, ça peut finir 2-1 d'ici, parce que Higuaín, c'est ce genre de joueur-là. Mais je vais donner le crédit à l'Impact qui a tellement eu de misère à travers les années à protéger une avance et qui, là, a protégé son avance. Tu disais que j'étais un peu dur. Je vais m'assouplir un petit peu. Là. Je vais leur donner quand même le crédit de... Ils ont été capables de défendre. Ils ont, même si Brault-Guillard tombe au combat, qui se blesse sur une action où vraiment, c'était vraiment, en anglais tu dis selfless, là, c'était vraiment pas... il a vraiment tout donné pour essayer de protéger le ballon. Et après ça, Shamit Chombe qui rentre et qui essaie de défendre le mieux possible. Puis on a l'impression que c'est probablement Shamit qui va commencer en latéral droit. Mais pourquoi pas Bahia? Je comprends pas. Il y a Bahia sur le banc. Pourquoi Shamit Chombe? C'est pas un latéral droit, là. Mais bon. C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Je veux dire, même Yuka pourrait jouer à droite. Ouais, là. Exact. Mais bon. Exact. Mais j'aimerais revenir un peu sur ce que tu as dit par rapport à Ben Olsen. Donc, juste vous mettre au courant pour ceux qui se posent des questions. On parlait, c'est le deuxième entraîneur qui est là depuis le plus longtemps. On a Peter Vermes qui est là depuis 2009. Juste pour vous donner un peu la comparaison entre Peter Vermes et Ben Olsen. Ben Olsen est là depuis 2010. Peter Vermes, depuis 2009, il a remporté en tant qu'entraîneur la Coupe MLS en 2013 et l'US Open Cup en 2012, 2015 et 2017. De plus, il a été nommé comme le directeur sportif de l'année en 2019. Donc, Peter Vermes, c'est vraiment quelqu'un qui est là et qui est un monument à MLS. Du côté de Ben Olsen, il est là depuis 2010. Ben, tout ce qu'il a gagné, c'est une US Open Cup en 2013. That's it. Et le reste du temps, on a vu DC United se détériorer. Pourcentage de victoire du côté de Ben Olsen en tant qu'entraîneur pour DC United, 35,99%. C'est quand même ridicule. Tandis que c'est normal qu'on n'est pas au-dessus du 50% parce qu'il y a les matchs nuls aussi qui comptent, donc c'est normal. Mais quand même 35%, donc tu es en train de dire que sur les 364 matchs entraînés à la barre de DC United, Ben Olsen, il a 131 victoires, 89 matchs nuls, 144 défaites. C'est ridicule. Non, du côté de Peter Vermes, 180 victoires, 102 matchs nuls, 136 défaites. Donc, il y a une différence énorme entre ces deux entraîneurs-là. Puis Ben Olsen, pour moi, c'est une aberration qu'il soit encore en poste. Puis je pense qu'il est temps
qu'il s'en aille, parce que quand il est venu, à un moment donné, même avec une des meilleures équipes qu'il a jamais eues sous la main, avec Luciano Acosta et Wayne Rooney, il n'a jamais réussi à faire. Et dans ce match-là, je suis désolé, tu es en train de jouer contre l'Impact de Montréal, qui avait peur. L'Impact de Montréal, malheureusement, dans ce match-là, je sens qu'il y a un gros manque de confiance au sein de l'équipe à cause de ces deux premiers matchs-là, à cause du premier match horrible et la défaite contre le rival de toujours, Toronto. Puis là, tu te retrouves avec Montréal qui marque un but chanceux à la 31e minute. Tu sais très bien que l'Impact de Montréal, maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est défendre. Puis tu as des joueurs comme Julian Gressel, qui est pour moi complètement perdu au sein de ce collectif-là. Il a rien. Le pauvre, on dirait que c'est l'ombre de lui-même par rapport à quand il jouait à Atlanta. Tu as quand même un Yamil Assad. Tu as des joueurs sur le banc comme Federico Higuaín. Puis tu n'arrives pas à marquer un but contre une équipe de Montréal qui a vraiment beaucoup de mal dernièrement. J'ai beaucoup de mal à expliquer comment DC United fait encore confiance à Ben Olsen. Beaucoup de mal. Par contre, bonne chose, c'est qu'il a donné de la chance à des jeunes joueurs. Kevin Paredes, de 17 ans, qui a été très, très bon quand il est rentré. Et pour moi, il aurait pu marquer 1 ou 2 buts. Mais aussi, il a fait rentrer un autre jeune joueur dont j'ai oublié le nom, Griffin Yao, qui est rentré aussi il y a juste 17 ans, qui est rentré à la 83e minute. Donc, on commence à former les jeunes. J'espère juste qu'ils n'auront pas à subir, eux, Ben Olsen, pendant des années, n'est-ce pas, Tristan? Ouais, mais t'as tellement raison de dire ça. Je veux dire, tu regardes les équipes qui ont changé d'entraîneur récemment et la sorte d'entraîneur qu'ils auraient pu aller chercher. Tu sais, je veux dire, un Portland qui va chercher Giovanni Zavarese du Cosmos de New York, le Dynamo de Houston qui va chercher Tab Ramos du programme américain, Raphaël Wiki à Chicago qui était dans le programme américain. Il y a Oscar Pereira qui finalement va du moins tourner les choses, changer le vent mettre le vent dans les voiles d'Orlando. Puis après ça, tu regardes d'ici puis tu te dis, mais ils ont encore Ben Olsen, ça n'a aucun bon sens. En tout cas, à mon avis, là, sincèrement, je ne l'ai pas compris. Pendant que d'autres équipes s'améliorent, DC reste sous l'impression, mais on avait Rooney, puis ça va aller quand même, puis on a, tu sais, ils avaient tu sentais qu'il y avait quelque chose quand Rooney était là, mais vraiment, quand il est sorti, t'as pu voir à quel point ça a vraiment... le tapis est sorti. Le tapis a glissé sous leurs pieds, vraiment. Mais c'est ça. J'ai vraiment de la misère à comprendre je sais pas. Je comprends pas. Il n'y a pas grand-chose à dire, je pense. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'on a mentionné le nom de Ben Olsen genre 15 fois en 10 minutes. Ils ont besoin d'une victoire. Puis honnêtement, là, je suis la dernière personne à dire qu'il ne faut pas que tu joues tes jeunes. Là. Mais ils ont besoin d'une victoire. Puis ils enlèvent Gressel. Puis ils mettent un jeune de 17 ans. Mais il a été très bon. Paredes, pour moi, c'était le joueur du match du côté de New England, du côté de DC. Paredes, j'ai rien à redire. Mais c'était qui le joueur de 17 ans qui est rentré? C'est Paredes qui est rentré pour Julian Gressel qui a 17 ans. Kevin Paredes. Un autre? Non, c'est lui qui est rentré pour Gressel. Mais mes excuses dans ce cas-là. Okay. Ben c'est ça. Non, je trouve qu'il a été quand même très bon. Par contre, il faut comprendre aussi que du côté de Ben Olsen, il a quand même des joueurs blessés. On a parlé de la Camara qui est finalement rentré dans le match à la 70e minute, mais qui ne pouvait pas faire tout le match de ce que j'ai compris. Et il y a aussi Emmanuel Boateng aussi qui est blessé, qui n'a pas encore fait une seule minute dans ce match-là, le Ghanéen, qui est un joueur très, très remuant, qui aurait pu beaucoup aider dans ce genre de match-là. Mais bon, j'aimerais revenir sur une chose. Tu as parlé de la déviation de Frédéric Briand sur le but de Stafir Taider. C'est vrai, c'est une grosse déviation. Après, bon, et on le dit assez souvent, et je l'ai répété des millions de fois du côté de l'Impact de Montréal, on a tendance à ne pas tirer et à vouloir chercher cette passe extraordinaire. Il faut tirer au but. Chaque fois que tu tires au but, quelque chose peut se passer.
Et effectivement, c'est ça qui s'est passé. Donc, il faudrait voir plus de joueurs qui tirent au but. Et pas juste pour l'Impact de Montréal, pour tout le monde. Même hier, tu regardes 7 tirs tentés seulement par l'Impact, tandis que d'ici, on a eu 12. Et d'ici n'a pas joué le match de sa vie non plus, là. Donc, il faut commencer à apprendre à tirer au but quand tu as la chance et pas tout le temps essayer de chercher la passe extraordinaire pour se retrouver face à face avec le gardien. Des fois, un tir au but peut aller très très loin. Il faudrait que l'Impact de Montréal et toutes les équipes qui ont peur de tirer au but regardent un peu le jeu de Gustavo Bou du côté de New England Revolution. Dès qu'il a la chance, il tire. Des fois, il finit le match, il a 10 tirs au but. Mais bon. Ouais. Non, mais le tournoi MLS is back, c'est pas un tournoi pour faire dans la dentelle. Ouais. Là, le match contre DC, fallait pas que ça soit un match qui était joli. Là. Puis c'est la même chose dans ce cas-là. Là. Le match que l'Impact va peut-être jouer si les bonnes choses tombent dans les bons endroits, puis l'Impact finit dans les meilleurs troisièmes. Les chances regardent dans le côté d'un match contre Orlando ou contre San Jose. Va vraiment pas falloir jouer dans la dentelle. Là. Si c'est laid et ils gagnent le match, ben ça sera tant mieux. En fait, c'est confirmé, ce sera contre Orlando. Si jamais l'Impact se qualifie, c'est confirmé, ce sera contre Orlando. Ça a déjà été annoncé. Et l'Impact a quand même... Il y a quand même beaucoup de chance, hein, parce que l'Impact est déjà devant New York City FC. Donc, il faut encore qu'il dépasse un seul des meilleurs troisièmes. Et il y a plusieurs scénarios qui peuvent faire en sorte qu'ils peuvent finir dans les 4 meilleurs troisièmes. Le meilleur et la meilleure chance de l'Impact de Montréal, c'est le match de ce soir, aujourd'hui le 22 juillet, entre les New York Red Bulls et Cincinnati. N'importe quel autre résultat qu'un match nul ferait en sorte que l'Impact de Montréal se qualifie. Je doute très fort qu'il y ait match nul entre Cincinnati et New York Red Bulls. Même si ça arrangerait les deux parce que les deux seraient qualifiés, si jamais ça arrive. Mais je doute très fort. J'ai comme l'impression qu'il y aura un vainqueur dans ce match-là. Donc, les chances ont l'air d'être assez grandes pour voir l'Impact de Montréal poursuivre sa route. On va parler du classement de ce groupe C. Donc, Toronto finit avec 5 points, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre avec 5 points, l'Impact de Montréal avec 3 points, puis DC United avec 2 points. C'est quand même finalement, d'un point de vue comptable, par rapport à ses compères de la conférence de l'Est, l'Impact de Montréal n'a pas perdu beaucoup de points. Hein. Sur 3 matchs, ils ont 5 points, tandis que les meilleurs de ce groupe-là ont eu 5 points. C'est pas si pire en connaissant les grosses difficultés dans lesquelles se trouvait l'Impact de Montréal. Hein. Non, honnêtement, tu m'aurais dit que c'est au début du tournoi que les résultats allaient être comme ça. Je t'aurais dit... Moi, je l'ai, comme c'est peut-être la 3e fois que j'en parle, là, la Nouvelle-Angleterre, je les aime bien pour les prochaines années. Je trouve qu'ils ont un bel avenir. Toronto, c'est toujours une équipe qui va faire peur. On l'a vu. Ils se sont trouvés vraiment des renforts solides. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, honnêtement, c'est une équipe qui va toujours challenger pour être dans le top de la ligue. Donc, ouais, la logique est quand même respectée. Exactement. Donc, pour clôturer ce podcast, pour toi, quel est le meilleur joueur du match et le pire joueur du match dans ce match-là entre l'Impact de Montréal et DC United? Mon meilleur joueur du match, Victor Wanyama. Qui est solide, qui est probablement le meilleur joueur de l'Impact pendant le tournoi. Pire joueur, oh mon Dieu. C'est pas Frédéric Briand? J'étais sûr que tu allais me dire Frédéric Briand. Oui, c'est Frédéric Briand qui passe proche de mettre un contre son camp, puis finalement met un contre son camp qui n'est pas vraiment un contre son camp, mais dans mon avis, ça reste ça. J'ai l'impression que je l'ai tweeté hier, mais l'Impact, il faudrait qu'il leur envoie un petit plateau de fromage là, à Briand. Bref, je suis complètement d'accord avec toi, mais j'aimerais donner mon joueur du match, c'est Victor Wanyama, tu as complètement raison. Par contre, le pire joueur du match, j'aimerais donner ça, parce que souvent je dis à mes invités qu'on peut choisir un entraîneur, pour moi c'est Ben Olsen, qui n'a pas su faire ce qu'il fallait dans ce match-là, qui était à sa portée selon moi. Donc voilà, et une mention spéciale à Thierry Henry, qui a enfin changé d'avis pour aller avec une défense à 4.
En tout cas, ça faisait des semaines et des semaines que je criais pour une défense à 4. Je suis très content. Et enfin, il a aussi changé d'avis en mettant Zachary Beaucriard en tant que titulaire. Donc, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme dit Didier Deschamps. Et bravo, Thierry Henry, t'es pas imbécile. Merci beaucoup. Donc voilà, voilà pour ce podcast de quotidien de MLS is back. Merci encore une fois énormément, Tristan D'Amour, d'avoir répondu si vite et d'être venu être la roue de secours de mon podcast aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir, Adi. Merci encore et puis à demain pour un nouvel épisode du podcast quotidien MLS is back.